Je le disais, nous sommes au lendemain du second tour des élections régionales. Je ne suis pas sûr qu'on passe l'ensemble de l'émission là-dessus, mais quand même, l'une et l'autre, je voulais vous faire réagir à ce qui peut être les différents enseignements de ce second tour de scrutin. Enseignements très généraux. Regardez ce titre du Point, régional de Point, tous les présidents réélus, donc sous-entendu les présidents de région sortants, en métropole en tout cas, c'est pas le cas à La Réunion, sur fond d'abstention record. Voilà, les sortants réélus, abstention record, on le rappelle, quasiment 2 Français sur 3, 2 électeurs sur 3 ne sont pas allés voter. Et puis on voulait rentrer dans la politique un petit peu plus politicienne. Dominique de Montvalon, journaliste politique, résume le sujet. Lui, c'est 4 leçons à lui. Marine Le Pen sort des 2 tours KO debout. Grâce à ses sortants, la droite a l'air requinquée. Le PS s'en sort quand il ne fricote pas avec Mélenchon, avec l'extrême gauche verte. Et enfin, Macron face à une France qui vire à droite, pas à l'extrême droite. Alors ça, c'est plus peut-être politicien, disais-je. Vous voulez retenir quoi, Stéphanie, vous, de ce second tour des élections par rapport peut-être à la mobilisation des électeurs, au fait que... L'abstention record, qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça aux prochaines élections ? Et pourquoi est-ce qu'on n'est toujours pas passé sur un système de vote par correspondance ou par Internet ? Je crois que là, on est en 2021, on doit encore se déplacer dans nos bureaux de vote. C'est super compliqué, même si ça s'est bien amélioré pour faire des procurations. Donc je pense que la réponse à l'abstention, c'est aussi d'apporter le bureau de vote chez soi par le vote par correspondance ou par Internet. Donc, message pour tous nos politiques. En même temps, ça ne dévaloriserait pas, c'est les critiques, l'acte d'aller voter. Vous croyez vraiment que ceux qui ne vont pas voter, c'est parce qu'ils restent au fond de leur lit ? Et quand on paye ses impôts par Internet, ça désacralise l'acte de payer ses impôts. On n'est jamais allé payer, on n'est jamais allé mettre le chèque dans l'urne quand même. Si, il y a des centres d'impôts où à un moment on allait pour payer et faire son chèque. Là, c'est pareil. En tout cas, pour que la politique... Je sais pas, moi, je me dis, si je vote sur mon smartphone, est-ce que ça a la même... Mais c'est parce que j'ai l'âge que j'ai aussi. 98% de participation, demain, si on passe à ça, c'est sûr. Non, mais là, vous avez raison. Vous l'avez, avec peut-être le risque qu'il y ait des candidats ou des surprises un petit peu, des choses un peu farfelues. Non, mais en tout cas, c'est important. Effectivement, on n'a pas modernisé du tout le processus de vote. Pour moi, c'est indispensable. Redonner le goût du vote par le fait de rendre ça plus accessible. Et puis aussi, expliquer fondamentalement pourquoi est-ce qu'on doit voter. On doit voter parce que, déjà pour les femmes, en 1945, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Donc nous, ça fait juste 70 ans qu'on a le droit de voter. Donc mesdames, ne l'oubliez pas. Et puis pour tous les pays dans lesquels il n'y a pas de démocratie. Absolument. Donc c'est un devoir civique, mais ce devoir civique, aujourd'hui, il n'est plus explicité. Et en plus, il est compliqué parce que on sort d'1 année et demie de confinement. On avait tous envie de faire autre chose que d'aller voter. C'était un acte civique d'aller voter, d'aller se rendre dans son bureau de vote. Rendons-nous-le simple et puis faisons comme tous les pays qui sont passés à une votation par correspondance, par Internet. Et je crois qu'on est un des derniers pays à le faire aujourd'hui. Oui. Et puis, il y a la signification des différents échelons. L'année dernière, on votait pour les maires. Cette fois-ci, en même temps, on votait pour les départements et pour les régions, mais pas les mêmes personnes. Donc, à savoir, à chaque fois, tous les niveaux locaux, c'est peut-être un petit peu... On multiplie peut-être un petit peu les scrutins avec le risque que tous les citoyens électeurs ne sont pas forcément au taquet sur qui fait quoi en matière de démocratie locale. Stéphane, ce que vous retenez de ce dimanche électoral, des 2 dimanches électoraux d'ailleurs. Après, juste pour rebondir sur ce que vous disiez pour la caricature, c'est sans doute beaucoup plus simple dans une dictature autoritaire où il y a peut-être moins de maillons, mais finalement c'est peut-être un peu aussi la démocratie. On retient toujours la même chose. Moi, je suis d'une génération où on y croyait encore un petit peu, ou en tout cas, on nous avait encore inculqué ça. Moi, je pense qu'il y a plusieurs solutions. Évidemment, Stéphanie a raison. Il faut technologiser tout ça. Ça n'empêche pas, par rapport à votre remarque, Guillaume, qu'on pourrait quand même vérifier et rendre éligible à l'élection. Pas n'importe qui non plus, que ce ne soit pas complètement influençable. Là, peut-être qu'il y a un petit peu de système en place et que les grands partis, et c'est la remarque qu'il faut retirer, n'ont peut-être pas forcément envie de trop venir sur les outils de nouvelles technologies qui pourraient être trop influencés par les réseaux sociaux, etc. Et dans ces cas-là, créer de nouvelles communautés d'influence. Et c'est peut-être sans doute aussi une crainte qu'il faut avoir. Il faut faire attention parce qu'à ce moment-là, la culture politique des gens ne serait plus par rapport à des meetings, par rapport à des personnalités qu'on rencontre, dont on visionne les vidéos, mais plus par rapport à une communauté Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. Mais en même temps, il faut rappeler qu'en 2017, c'est pas si vieux, on a une très forte participation. C'est là où je voulais en venir. C'est qu'en fait, de quoi on s'aperçoit surtout. D'abord, on s'aperçoit que quand les partis de pouvoir, qui avaient complètement disparu dernièrement, en gros, je vous la fais simple, LR, PS, arrêtent de fricoter soit avec l'extrême droite, soit avec l'extrême gauche, finalement, ça dessert le pouvoir en place, c'est-à-dire le gouvernement qui avait...
en tout cas La République En Marche, qui avait essayé de réunir tout ce petit monde au centre. Donc finalement, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que le PS s'en sort très bien. LR reprend aussi un peu des couleurs, et en tout cas les grandes régions qui leur appartiennent. Quand ils sont sortants, hein, quand ils sont sortants à chaque fois. Alors, Oui. y a ça, mais vous voyez, c'est là où je voulais en venir, deuxième point, et ça c'est le plus important. Décidément, je vous Non, divorce. j'ai l'impression que c'est un spectacle. De vous. L'abstention. D'abord, c'est très drôle de se dire, mais on a peut-être peur que les gens désacralisent le vote. Bah, là, ça, je crois que c'est fait. Quand on a 68 ou 69% d'abstention, je pense que c'est désacralisé une bonne fois pour toutes, puisque selon moi, il devrait être obligatoire, c'est un autre sujet. Et surtout, on sait qu'il y a à peu près 30% des abstentionnistes qui pensent que leur vote ne changerait rien. Voilà. Donc, de toute façon, qu'ils y aillent ou qu'ils y aillent pas, ça fait un tiers de ces gens-là qui, de toute façon, ça y est, c'est plus la fainéantise, c'est plus parce qu'il faisait beau. Moi, je suis bordelais, donc dès qu'il fait beau, on sait que c'est plus compliqué. On va au Cap, oui, excusez-nous. Ou de l'autre côté d'ailleurs, Voilà. parce qu'il y a les vignes de Saint-Émilion de l'autre côté, mais enfin, ça c'est autre chose. Mais là, c'est plus ça. Et il y a encore aussi 30% d'abstentionnistes aussi qui vous disent que de toute façon, ils ne s'en reconnaissent pas non plus. Alors, est-ce que ce sont les mêmes, les 30% qui en fait ne savent pas trop pourquoi ils votent, et les autres qui n'ont pas envie de voter? Bah, si on les cumule, là, ça commence à faire du monde qui n'a plus du tout notion de ce que Stéphanie rappelait à juste valeur. L'importance et la sacralisation de ce vote, qui est quand même un truc exceptionnel dans le monde. Et peut-être qu'il devrait être obligatoire pour régler le problème une bonne fois pour toutes. Parce que alors justement, par rapport, je vais continuer quand même, je vais relancer, même si c'est l'apéritif, on va déborder un petit peu, c'est pas très grave. Vous êtes au cœur de la machine économique du pays, justement, cette idée que les politiques, de toute façon, ils ne servent à rien, ce que vous évoquiez, ou en tout cas, mon vote ne sert pas à grand-chose parce que, de toute façon, l'économie vit sa vie, en gros, hein, et que donc, avec des hauts et des bas, avec de temps en temps du chômage, de temps en temps moins de chômage, cette idée de déconnexion entre le quotidien, ma vie à moi de tous les jours, mes perspectives d'emploi ou de non-emploi avec le politique, qu'est-ce que vous répondez à cette inquiétude de toute façon, voter pour X ou Y, ça ne changera pas au fait que l'usine ferme ou ne ferme pas, que telle boîte se crée ou ne se crée pas Je crois que la période du Covid et l'accompagnement du gouvernement pendant cette période de Covid, qui a été particulièrement fort en France, devrait faire prendre conscience aux Français du fait qu'un politique a un enjeu économique directement opérant pour le contribuable, pour chacun d'entre nous. On l'a vu pendant la période du Covid, on l'a vu avec la mobilisation pour les entreprises, pour les PGE, pour toute la partie de chômage, ou en tout cas d'emplois salariés qui ont été préservés parce que l'État a mis en place des aides et du chômage technique. Donc ça, c'était extrêmement fort pendant la période de Covid. Et justement, les premières élections après le Covid, on a l'impression qu'il y a une démobilisation totale des électeurs. En même temps, est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on a un président qui, aujourd'hui, Emmanuel Macron, incarne le pouvoir absolu d'une certaine façon? À lui seul, quasiment. Ouais. À lui seul. Donc lui, il n'a pas réussi à créer En Marche partie d'Emmanuel Macron. Mais en même temps, on va voter pour un président probablement qui, aux prochaines élections, pour une figure, pour un homme. Risque de se représenter. Et dans les régions, c'est ce qui s'est passé aussi, c'est que finalement, on vote pour les personnes qu'on connaît, qui ont déjà un impact. Donc ce qui est plutôt rassurant, parce qu'aujourd'hui, on oublie que le poids économique pour des régions est certainement le plus fort que n'importe quel autre organe gouvernemental, administratif qu'on peut avoir. Mais bon, ça s'est fait dans la continuité, donc somme toute c'est plutôt une bonne nouvelle. On a une continuité, on a une période de stabilité et le jeu va être très très ouvert pour 2022. Donc à nous de faire en sorte qu'il soit ouvert et autour des bonnes personnes. Et finalement c'est aussi ce qu'on a vu dans ces dernières années de politique, c'est que le parti est moins important que la personne qui incarne ceux pour qui ou celle pour qui on va voter. Ouais. Alors, c'est vrai que l'exécutif s'est probablement mobilisé comme jamais, ou en tout cas comme rarement, autour de cette crise depuis 18 mois. Il n'a pas été récompensé, en tout cas pas le parti qui incarne l'exécutif, le parti majoritaire encore dans le pays à l'Assemblée nationale, La République En Marche, qui pour le coup est l'un des gros perdants avec, voilà, je crois que 7% au niveau national au deuxième tour. C'est pas bien. C'est effectivement, compte tenu de la mobilisation
de tout le gouvernement depuis 18 mois, de tout l'État certes, mais effectivement impulsé par l'exécutif actuel. Les choses ne sont pas très pas claires. récompensé. Ouais. Guillaume, les choses ne sont pas très claires. Après, quand vous avez une quarantaine d'années comme moi, forcément, on a un peu plus de culture, puis on a été marqué par des grandes figures politiques. Je me mets à la place d'une jeune fille ou d'un jeune garçon qui a 18 ans, qui va voter pour la première fois, il ne comprend rien. Il y a des ministres qui, à un moment donné, sont plutôt issus d'un autre parti, mais qui ont rejoint la majorité gouvernementale, etc. Et puis qui, là, comme c'est, vont soutenir quand même l'ancien copain avec qui ils étaient dans la permanence pendant 20 ans. C'est très compliqué. Ce qu'il faut juste trop dire... politicien, vous voulez dire. Ouais, en fait, d'abord, les Français, et Stéphanie l'a bien rappelé, les Français sont bonapartistes. Ça fait 10 fois que je le répète sur tous les plateaux. C'est-à-dire qu'ils adorent avoir un chef très puissant, qu'ils aiment, qu'ils vénèrent, à condition qu'ils l'aient choisi. Voilà, comme ça permet de jeter des pierres dès que c'est fini. Ça, une fois qu'on a balayé ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous descendez un peu de ces élections, la présidentielle ou la municipale, qui incarnent vraiment le pouvoir en place de la personne, c'est plus compliqué. Sur les législatives, ils comprennent pas tout au niveau de la proportionnelle ou pas. Sur les régionales et les départementales, moi, ce qui m'échappe, c'est que j'ai quand même des collaborateurs qui sont parents et ils sont pas forcément allés voter ou ils n'ont pas attaché une importance fondamentale à aller choisir leurs conseillers départementaux ou leur président de région. C'est hyper important pour les collèges, les lycées, pour l'éducation, etc., etc. Ce sont des choses qui sont décentralisées depuis très longtemps en France. Donc, ce ne sont pas des élections secondaires auxquelles on n'attache pas d'importance. Et j'ai pas eu l'impression qu'il y avait eu cette pédagogie suffisamment sur ça. Et évidemment, d'un point de vue budget, voirie, etc., etc., emploi, c'est exactement la même chose, mais je crois que ça échappe aux Français maintenant. Parce que cette pédagogie manque un peu. Allez, tout de suite, un sujet sur lequel l'incarnation, en tout cas celle du chef de l'État, est assez visible, c'est autour de l'attractivité de la France. On en parle tout de suite avec ce sommet Choose France.